reprises, et en tout cas jusqu'au 31 octobre 2008. Et à ce moment-là, on a effectivement arrêté le système. Force est de constater qu'aujourd'hui, il resterait 300 000 armes non déclarées. Alors, on rencontre souvent, en tant que mandataire local, mais pas uniquement, des personnes qui viennent nous trouver un peu désemparées parce qu'elles disent « moi j'ai retrouvé une arme chez mes parents ou ailleurs, et est-ce que je peux la déclarer? Est-ce que je ne risque pas de gros soucis ?» Des chasseurs se sont également inquiétés de la rigueur de la loi et ont demandé peut-être des allègements par rapport aux conditions de transport d'armes de chasse. Mes questions sont assez simples, Monsieur le Ministre. La première, est-ce que vous avez une estimation de votre côté de ce nombre d'armes qui seraient toujours dans la clandestinité? C'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que vous avez déjà fixé le calendrier et le canevas de cette nouvelle période de déclaration de ces armes dites clandestines? Et ma troisième question, est-ce que vous pouvez aussi donner un premier éclairage pour les chasseurs, que je ne suis pas, sur les conditions de transport des armes de chasse? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Chers collègues, cher Monsieur Goffin, Monsieur le Président, vous posez beaucoup de questions à un ministre qui vient de découvrir le dossier. Donc, je vais essayer d'y répondre, mais pas de la nature complète que vous désirez de moi, je crains. Le contexte de votre question est connu. Il concerne tous ceux qui auraient omis de bonne foi de déclarer leurs armes avant le 31 octobre 2008. La loi du 8 juin 2006 sur les armes obligeait toute personne détenant une arme à la déclarer. Cela visait les armes encore non signalées, mais aussi celles déjà enregistrées. La date butoir a été fixée à l'époque au 31 octobre 2008. De nombreuses personnes n'ont, comme vous le dites, pas pris connaissance ou n'ont pas correctement intégré cette nouvelle obligation. C'est pour cette raison que l'accord de gouvernement prévoit d'ouvrir une nouvelle période de déclaration pour tous ceux qui ont omis de déclarer leurs armes de bonne foi avant le 31 octobre 2008, pour autant que celles-ci étaient déjà enregistrées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les armes du 8 juin 2006. Il va de soi que je mettrai aussi vite que possible en œuvre ce point de l'accord. Je vais concrètement charger mon administration de préparer les modifications nécessaires à la loi du 8 juin sur les armes. Je vous remercie. Merci. Monsieur Goffin. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre réponse aussi rapide. Je me rends bien compte, effectivement, il faut le temps de prendre vos marques. Mais je pense que cette loi est particulièrement importante pour la sécurité publique et le fait que les citoyens puissent être rassurés. Je vous remercie. Merci. L'incident est clos. L'ordre du jour appelle à la question de Madame Fonck sur la problématique des numéros INAMI à la ministre des Affaires sociales. Madame Fonck. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, Madame la Ministre, aujourd'hui, ce sont des milliers d'étudiants en médecine et en dentisterie qui sont plongés dans l'incertitude la plus complète, puisqu'ils ne savent pas s'ils pourront, au terme de leurs études réussies, exercer réellement leur profession, puisque sans numéro d'INAMI, ils ne peuvent effectivement pas exercer de manière thérapeutique leur profession. Alors, Madame la Ministre, c'est évidemment un comble lorsque l'on sait que les médecins non belges, européens, obtiennent, eux, facilement un numéro INAMI. Et c'est un piège à la fois, bien évidemment, pour ces étudiants et leurs familles, c'est un piège aussi pour les universités, mais c'est aussi une gabegie pour les fonds publics, puisque toutes ces années, et ces années sont longues, représentent un coût important. Alors, Madame la Ministre, comptez-vous trouver des solutions pour ces milliers d'étudiants en médecine et en dentisterie? Est-ce que vous allez prendre non seulement un engagement clair aujourd'hui, mais rapidement vous mettre au travail? Et quelles sont les solutions que vous envisagez par rapport à l'ensemble de ces étudiants et demain à ces médecins et à ces dentistes? Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Collega's, Madame Fonck, chers collègues, oui, c'est un dossier que j'ai hérité et que tout de suite j'ai demandé au service du SPF Santé publique d'avoir dans le plus bref délai un état de lieu du dossier et une vue complète sur les places disponibles dans les différentes professions de santé contingentées ainsi que leur évolution prévue.
Je lancerai également une concertation avec la commission de planification et tous les acteurs concernés, afin de définir les pistes de solutions possibles et les éventuelles réformes du système permettant de pallier aux pénuries qui sont constatées dans certaines professions et aux surplus qui sont annoncés. Mon souhait est de trouver une solution durable. Cette solution ne peut d'ailleurs pas pénaliser les étudiants. Ils ne sont pas responsables du système qui leur est imposé. Et comme vous savez, le problème se situe avant tout à l'entrée des études de médecine, faute de quoi un surnombre d'inscriptions s'est produit ces dernières années. Il est évident qu'un dialogue avec elles, les communautés devront prendre leurs responsabilités. À ce stade, je ne peux cependant donner de détails quant à la réforme du système, car la concertation nécessaire avec tous les acteurs doit encore se faire. À moyen terme, l'accord de gouvernement prévoit un cadastre détaillé et fiable de toutes les professions de soins de santé et cela permettra aux commissions de planification de mieux faire concorder l'afflux dans les professions de santé. Des accords clairs concernant le contingentement sont prévus dans l'accord du gouvernement et cela demandera de la concertation avec les instances compétentes des communautés. Soyez assurés qu'en tant que médecin généraliste, je suis particulièrement attentif à cette problématique et je m'efforcerai de trouver un consensus sur ces questions. Merci. Madame Font. Madame la ministre, je vous remercie pour votre réponse que je qualifierais à la fois d'ouverte mais aussi d'un peu tiède, parce que l'état des lieux, dans le fond, il est parfaitement connu. Il est parfaitement connu non seulement pour les années qui viennent, mais aussi de manière pluriannuelle jusqu'au moins 2020. La commission de planification, mais aussi l'ensemble des doyens des facultés de médecine et de médecine dentaire peuvent parfaitement d'ailleurs vous en informer. Je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il faut évidemment remettre les choses à plat, en concertation avec les différents acteurs, mais aussi avec les communautés, pour essayer de trouver une solution durable et éviter, pour l'avenir, de se retrouver dans une situation telle que celle-ci. Mais en même temps, je vous demande vraiment, Madame la Ministre, de prendre un engagement très clair, dès aujourd'hui, en concertation, bien sûr, mais de manière et sans aucune ambiguïté, pour que les étudiants qui aujourd'hui sont aux études et qui demain seront diplômés, auront réussi leurs études dans nos universités belges, puissent effectivement pouvoir prester et exercer leur profession. On ne peut pas laisser des milliers d'étudiants diplômés comme médecins ne pas pouvoir exercer. Je compte sur vous, mais je pense que surtout, plus encore, l'ensemble de ces étudiants et de ces familles comptent sur vous. Merci Madame la Ministre de vous y mettre rapidement et de leur envoyer surtout un signal très rapide. L'incident est clos. Merci Madame Fonk. Aan de orde de vraag van de heer De Winter over de Belgische voorzorgsmaatregelen in verband met de ebola-epidemie. Meneer De Winter. Mevrouw de minister, Brussels Airlines is op dit moment de enige luchtvaartmaatschappij in Europa die nog vluchten van en naar ebola-landen uitvoert. Naar Monrovia in Liberia, Freetown in Sierra Leone, telkens 2 maal per week. En hoewel sinds enkele dagen alle passagiers die komende vanuit deze landen naar Zaventem gescreend worden, weten we allemaal dat dit feitelijk niet echt efficiënt is. Al was het maar omdat de incubatietijd voor wat betreft ebola tussen de 2 en de 21 dagen betreft, wat betekent dat wie ziekteverschijnselen niet vertoont, toch besmet kan zijn met het virus. En ik hoop dat België niet de toegangspoort wordt voor ebola tot Europa. En dat dreigt nochtans het geval te zijn. En ik hoop ook dat u niet als Miss Ebola door het leven moet gaan in Europa en de rest van de wereld, wanneer het bewaarheid wordt dat inderdaad Zaventem de toegangspoort wordt voor ebola tot Europa. En mijn vraag is dan ook vrij voor de hand liggend.
wanneer allerlei grote luchtvaartmaatschappijen in Europa niet meer vliegen op deze landen, waarom doet Brussels Airlines dit wel? En waarom neemt u als minister van Volksgezondheid niet het initiatief om ervoor te zorgen dat de volksgezondheid van ons land en van Europa beschermd wordt en dat vluchten van en naar ebola-landen eenvoudigweg voor de nabije toekomst geschrapt worden? Dank u wel. Over hetzelfde onderwerp, mevrouw Van Peel. Voorzitter, collega's, geachte mevrouw de minister. Er is wat ebola betreft laat gereageerd wereldwijd. En we waren daar in dit land spijtig genoeg niet anders in. Ook de vorige minister van Volksgezondheid heeft lang gewacht met het nemen van concrete stappen. Dus mevrouw de minister, u moest in topsnelheid gaan toen u uw eed had afgelegd en u heeft dat ook wel gedaan. Ik denk dat wij alleen maar kunnen toejuichen dat er ondertussen een coördinator is aangesteld, nationaal, en dat er ook meteen overleg is gepleegd op Europees niveau. We zijn daar zeer blij mee, maar u heeft ondanks uw inspanningen, ook op het vlak van behandelingscapaciteit, waar u nu ook een oplossing heeft gezocht, ondanks die inspanningen blijven we wat dat betreft toch met een uitdaging zitten. Want ondanks het feit dat er in 2006 al afspraken waren om een aparte capaciteit te gaan ontwikkelen, zijn deze niet nagekomen. En daarom is er vandaag op het veld nog altijd zeer veel ongerustheid. En dan heb ik het vooral over ongerustheid bij het verplegend personeel van de 3 ziekenhuizen die nu worden aangesteld om bij een ebola-geval in actie te treden. Ik denk dat zij daar nog meer last van zijn gaan krijgen door de voorvallen die er onder andere in Spanje en het Verenigde Staten zijn, waar verplegend personeel ondanks de voorzorgen toch besmet geraakt is. En daarom heb ik een vraag aan u, mevrouw de minister, namelijk wat gaat u concreet doen om dit verplegend personeel eigenlijk gerust te stellen en voldoende te omkaderen binnen de 3 ziekenhuizen die nu aangesteld zijn? En mijn tweede vraag, op Europees niveau is daar ook bekeken of er een mogelijkheid is om eventueel patiënten naar andere landen te brengen waar er ook een betere capaciteit aanwezig is. Dank u. Dank u wel en ik feliciteer mevrouw Van Peel met haar medespeech. Mevrouw de minister. Dank u wel, collega's, voor de ebola-vragen. Ja, dat is natuurlijk een zeer belangrijke zaak en dat was ook de reden waarom ik per enkele uren na mijn aanstelling de overdracht met mijn voorgangster heb gedaan. En geloof mij vrij, het ebola-dossier was een zeer pertinent dossier en er waren al maatregelen genomen. Ik heb dan ook direct daarna overleg gepleegd met alle betrokken diensten om na te gaan welke maatregelen er verder moesten genomen worden en om eventuele responsprocedures te verbeteren. Van zodra de regering het vertrouwen van deze Kamer heeft gekregen, heb ik dan ook formele maatregelen genomen. Vorige vrijdag stelde dan de ministerraad op mijn voorstel dokter Erika Vliegen van het Instituut voor Tropische Geneeskunde aan als Belgische ebola-coördinator. Zij beschikt over de nodige wetenschappelijke expertise en terreinervaring. Zij wordt bijgestaan door dokter Daniel Reiners van de FOD Volksgezondheid en hun taak bestaat erin om de aanpak van ebola in ons land te coördineren en te waken over alle maatregelen die kunnen getroffen